Le Premier ministre est le patron du plus grand quotidien du pays devant les inspecteurs des fraudes pour des soupçons de corruption. La politique, les médias, l'argent, tous les ingrédients sont là pour passionner le public israélien, d'autant que chaque jour apporte un nouveau scandale dans ce qui prend la forme d'une émission de télé-réalité. Les radios publient au jour le jour des extraits juteux de la conversation entre les deux suspects, et tout cela alors que le sud du pays, dans les populations bédouines, manifestent violemment et que le problème de la pauvreté ne semble pas passionner les foules. Tout ça, c'est maintenant, c'est dans Israël Inside. Retour sur l'actualité donc en Israël, et je vous propose d'ouvrir donc cette édition par les relations ambiguës et ambivalentes entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le patron du Yediot Aharonot Neni Moses. Regardez. Pendant des dizaines d'années, le journal Yediot Aharonot se faisait appeler, et non sans raison, le quotidien du pays, le journal le plus diffusé et le plus influent d'Israël. Seul un petit groupe de politiciens amers lui attribuant un slogan inverse, le pays du quotidien. Exagéré peut-être, mais l'intention était de dire que seul Yediot Aharonot était capable de déterminer l'agenda politique du pays. De quoi vont parler les chaînes de radio et de télévision, qui va être encensé et qui va être démoli, et surtout le pire, qui va être ignoré. La rédaction de Yediot Aharonot a toujours su produire des articles de qualité, mais le choix des sujets n'obéissait pas toujours à de purs critères journalistiques. Pendant des années, circulaient dans les milieux de presse des rumeurs sur l'existence de listes noires à Yediot Aharonot. Au cours des années où j'ai travaillé à Yediot, vous ne connaissiez pas l'existence de ces listes noires, jusqu'à ce que vous y étiez confrontés. La liste n'était pas affichée au mur, et le problème chez Yediot, c'est qu'il y a énormément de choses qui restent secrètes dans les étages de la direction. Les journalistes ne savent pas clairement pourquoi une personnalité figure ou pas sur la liste noire. Avigdor Lieberman, par exemple, est en bonne place sur la liste des VIP. Qu'il soit dans l'opposition ou dans la majorité, Yediot Aharonot multiplie les titres, les photos et les articles sur Avigdor Lieberman. Comment est-il devenu un des préférés de la rédaction? Apparemment, Avigdor Lieberman est un homme sur qui on peut compter. Vous passez un accord et il le respecte. Vous recevez ce que vous demandez. Je ne sais pas quoi, mais de fait, il reçoit des privilèges, comme aime le dire Moses, le patron de Yediot Aharonot. Est-ce un hasard ou une coïncidence? Avigdor Lieberman et les 11 députés de son groupe parlementaire ont voté pour la loi devant interdire la diffusion du quotidien gratuit Israël Hayom. Alors, s'il est vrai que personne ne peut dire aux journalistes de Yediot ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas écrire, mais que se passe-t-il si un journaliste décide tout de même de critiquer Lieberman? J'ai travaillé sur un reportage critique concernant Lieberman. Je l'ai suivi pour Yediot au cours de la campagne électorale de 2009. Il était alors le candidat inattendu. On lui prédisait 18 sièges, même si à la fin il y en a eu moins. Et pendant des semaines, on a tenté de me dissuader d'écrire. Lorsque j'ai fini d'écrire l'article, m'a été renvoyé, censuré, coupé et totalement dénaturé. On ne vous dit pas d'où viennent les directives, mais j'ai de bonnes raisons de penser qu'elles viennent de Noni Moses. Noni Moses, 64 ans, dirige Yediot Aharonot depuis 32 ans. Homme discret, rarement sur le devant de la scène, et n'a jamais été interviewé. La liste noire, il l'a héritée de son père Noah et de son grand-père Yehuda Moses, qui a fondé le quotidien. Shimon Peres, par exemple, a été favorisé pendant des années par le journal, mais au début des années 2000, la vedette était Ariel Sharon. J'ai obtenu des enregistrements des enfants de Sharon. Et dans l'une des vidéos, Omri Sharon reconnaît les accusations portées contre son père sur le financement du parti, sur les transferts illégaux de fonds pour la campagne, un matériel prêt à la publication pendant des mois. Au final, tout a été publié, mais il a fallu se battre pour cela, contre la direction. Gidi Weiss a été contraint de quitter Yediot Aharonot, autre signature du quotidien, Meron Rapoport. Il était à la rédaction lorsque le contrôleur de l'État avait publié un rapport virulent contre Ariel Sharon. Le rédacteur en chef, Moshe Vardi, lui avait alors demandé d'épargner le Premier ministre. Il a demandé d'adoucir les titres contre Sharon. Qu'est-ce que cela veut dire, adoucir les titres? Est-ce une directive que l'on donne à un journaliste? Être tendre avec le Premier ministre? Comment comprendre cela?
Le caresser dans le sens du poil? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Moti Gilad, une des grandes signatures de Yediot Ahronot, avait écrit un article sur le rapport du contrôleur de l'État, un papier titré « Sharon n'a pas dit la vérité ». Mais Ron Rapoport relit et valide l'article envoyé à publication. Le lendemain, je reçois un coup de fil énervé du rédacteur en chef. Je vous avais demandé d'être tendre avec Sharon et vous avez agi à l'encontre de mes directives. Ce fut une conversation difficile, mais je ne pensais pas qu'elle aurait de suite. Mais Ron Rapoport n'avait pas saisi la gravité de l'incident. Le jour suivant, il est convoqué au service du personnel où il reçoit une lettre de licenciement pour réduction de personnel. Si Yediot Ahronot a une ligne éditoriale pour ou contre une personnalité politique, ceci n'a rien de personnel, il s'agit en fin de compte de business. Le conflit entre Noni Moses et Bibi est et reste un conflit de business, un conflit dur, implacable, mais d'affaires. Il ne s'agit pas d'idéologie ni de conflit droite-gauche. Les enregistrements publiés prouvent le niveau de corruption, mais si je fais la liste des privilégiés de Yediot Ahronot, vous constatez qu'il n'y a rien de commun entre eux. Yair Lapid, Naftali Bennett, Ayelet Shaked, Avigdor Lieberman, en son temps, Gideon Sa'ar et Miri Regev, ils sont de tous les partis, de toute origine. Voilà pour la liste des privilégiés. Mais qu'en est-il de la liste noire? Par exemple, l'ex-président du Parti travailliste et député Sheli Yachimovitch, qui, de l'aveu de certains journalistes, était grillé à Yediot Ahronot sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Sans parler d'Ehud Barak, mal aimé du quotidien, avec ou sans raison, mais on se souvient qu'en 2010, le journal lui était tombé dessus à bras raccourcis. Certains expliquent qu'Ehud Barak, alors ministre de la Défense, avait autorisé la diffusion du quotidien gratuit Israël Hayom dans les bases de l'armée. Alors les journalistes de Yediot Ahronot sont-ils libres d'écrire ce qu'ils veulent? Écoutez Nahum Barnea, la plus grande plume du journal. Le processus de fabrication d'un journal n'est pas un exercice mathématique. Le fait est que chaque journal choisit ses angles et ses priorités. Il n'y a rien de mathématique, mais beaucoup d'erreurs. Il n'est pas bon, vraiment pas bon, que de telles erreurs soient le fait d'intérêts étrangers au journalisme. Et de ce que j'ai entendu ces derniers jours, et je n'ai pas mené une enquête sur le Yediot Ahronot, il y a eu des cas peu nombreux, et sur cette question, Yediot Ahronot n'est pas différent des autres journaux où des influences extérieures étaient prises en compte. Dans le monde des affaires, on laisse entendre que Noni Moses cherche depuis 1 an à vendre son groupe de presse, créé il y a 77 ans par son grand-père. Et il ne s'agit pas uniquement de l'affaiblissement de la presse écrite dans le monde. La création du journal gratuit Israël Hayom a provoqué de lourdes pertes pour Yediot Ahronot en faisant chuter les tarifs de publicité. Et pour parler de cette actualité en Israël, j'ai le plaisir d'accueillir Maurice Ifergan, Jonathan Serrero et vous, Isabelle Dajoux. Bonjour. Alors on le voit, la concurrence est rude dans le monde des médias, aussi bien dans le monde des journaux, de la radio, de la télévision, puis même des sites d'information. Une guerre sans merci. Mais je crois que si le combat est le plus violent, c'est vraiment dans le monde de la presse écrite. Pourquoi ? Tout à fait. Et avant que tous ces combats débutent, le premier journal israélien a été créé en 1863 et il s'appelait Havetzelet. En 1948, Maariv fut fondé sous le nom de Yediot Maariv, les nouvelles du soir. Et jusqu'au milieu des années 70, c'était le premier journal qui fut le plus diffusé en Israël. Dans les années 68, c'est au tour de Yediot Ahronot de prendre la première place. Et en troisième place, c'est le journal Haaretz qui tient une ligne éditoriale située plutôt à gauche. Et le petit dernier, en 2007, comme on l'a vu, le journal Israël Hayom, un journal qui est quotidien et distribué gratuitement. Bon, qu'en est-il de l'audiovisuel? C'est la guerre aussi là-bas? Alors, en radio, aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de stations de radio. Mais j'aimerais parler de 2 stations. La première, Kol Israël. Pourquoi? Parce que sa première retransmission, eh bien, figurez-vous que c'était la diffusion en direct de David Ben Gurion pour la déclaration de l'État d'Israël. Et ensuite, Galei Tzahal, cette station de radio qui est vraiment unique à Israël, parce que tous les journalistes, ça appartient à l'armée, tous les journalistes sont des soldats
qui servent durant leur service militaire. Bon, alors le pouvoir, l'argent, les médias, ça ressemble à un vrai feuilleton, Jonathan Serrero. Alors pour ceux qui ont raté les premiers épisodes, est-ce que vous pouvez nous mettre au goût du jour? Que s'est-il passé? Comment ça a commencé? On va tout vous expliquer tout de suite. Il faut savoir déjà, Valérie, que depuis plusieurs années, le Premier ministre Netanyahou fait l'objet d'investigations officieuses menées par la brigade 433 anti-fraude, la brigade Lahav, concernant son train de vie et ses dépenses, notamment liées à ses repas organisés à la résidence de Jérusalem et à son domicile aussi de Césarée, et surtout ses voyages payés par ses amis riches, hommes d'affaires. Et au fur et à mesure de l'enquête, les agents de l'unité 433 accumulent, selon eux, les preuves à charge contre le Premier ministre. Or, pour décider de l'ouverture d'une enquête en Israël et d'une enquête pénale officielle contre la plus haute figure de l'État d'Israël, il faut l'assentiment et l'agrément du conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, un conseiller juridique du gouvernement qui se retrouve pris en étau entre l'appareil de justice, désireuse d'ouvrir une enquête contre le Premier ministre Netanyahou, et aussi son attachement à Benjamin Netanyahou, qui l'a soutenu à prendre la succession de Yehuda Weinstein, l'ex-conseiller juridique au gouvernement. Donc il y a de cela peu de temps, et un autre dilemme va s'ajouter dans cette affaire. Il intervient l'été dernier. Avichai Mendelblit trouve sur son bureau des enregistrements audio reçus après la perquisition des bureaux d'Ari Haro, le responsable de cabinet du Premier ministre Netanyahou. Et là, coup de théâtre, qu'est-ce que l'on trouve dans ces enregistrements? Benjamin Netanyahou discuter avec le patron du Yediot Aharonot, Arnon Moses, Neni Moses, une discussion qui se déroule avant l'annonce de la tenue des élections, donc au mois de décembre dernier. En 2014, si ma mémoire est bonne. Moses s'engage donc à ordonner à ses journalistes une couverture plus équilibrée de l'actualité en faveur du Premier ministre, en échange de quoi Moses reçoit la promesse de Benjamin Netanyahou que son principal concurrent Israël Hayom voit son volume de diffusion et que la loi le concernant soit renvoyé dans une commission spéciale. Pendant plusieurs mois, les deux dossiers patientent sur le bureau du conseiller juridique du gouvernement, qui finit donc par céder lors de ce mois de décembre en ordonnant donc l'ouverture d'une enquête pénale contre le Premier ministre Netanyahou. Il se trouve alors que les médias israéliens Arutz 2 et Arutz 10 parviennent à se procurer tous les détails de ces deux affaires qui portent le nom, de dossier 1000 et 2000. Dans le dossier 1000, on apprend que Benjamin Netanyahou aurait bénéficié de cadeaux illégaux de la part de riches hommes d'affaires étrangers, comme ce riche homme d'affaires James Baker, qui l'aurait invité dans ses hôtels aux États-Unis, en Australie, mais aussi en Israël. Le fils Netanyahou aussi, Yair Netanyahou, aurait d'ailleurs dormi au Royal Beach Hotel, qui est situé à quelques pas de là, aux frais de l'ancien compagnon de Maria Carey, ni plus ni moins. D'ailleurs, lors de ses passages en Israël, le milliardaire aurait invité aussi le chef du Mossad, Yossi Cohen, à un concert de l'ex-petit ami de James Baker. Dans cette affaire, le Premier ministre Netanyahou a plusieurs fois été entendu, comme son fils Yair Netanyahou. Il a aussi été invité dans les locaux donc de la brigade Lahav. Dans la première affaire, le Premier ministre Netanyahou est soupçonné de prise de pot de vin. Dans la seconde, les griefs juridiques ne sont pas encore tout à fait définis. Benjamin Netanyahou se défend comme il peut et il dénonce aujourd'hui un coup d'État médiatique. Et merci Jonathan Serrero et autres.